On attend juste que les gens rentrent et on va débuter. Bon, alors bienvenue à notre quatrième webinaire de la communauté de pratique dynamique franco-québécoise en faveur d'un système de santé axé sur la valeur en cancérologie. Aujourd'hui, on parlera de comment pérenniser la démarche de création de valeur en cancérologie. Souvent, on parle des cas très concrets, des projets pilotes, souvent même. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les éléments qui sont pertinents et intéressants pour qu'on apprenne tous en communauté de comment s'assurer que ça reste pas un projet pilote, que ça soit vraiment pérennisé, que ça dure dans le temps. Et pour débuter ce merveilleux webinaire, nous avons la chance d'avoir avec nous Christine Mimo, qui est directrice générale adjointe des projets majeurs stratégiques numériques et excellence opérationnelle au CHU de Québec, Université Laval, où elle pilote notamment la transformation liée au nouveau complexe hospitalier que je vous invite à visiter si vous venez au Québec pour iCharm en décembre, et aussi la mise en place de modèles de soins axés sur la valeur pour les patients. Elle est infirmière de formation, détentrice d'une maîtrise en sciences de l'administration et elle cumule plus de 20 ans d'expérience en cancérologie, où je l'avais rencontrée quand elle travaillait étroitement avec le programme québécois de cancérologie du Québec. Et elle se distingue vraiment par son leadership et la transformation clinique et numérique au service d'une culture axée sur la valeur et l'expérience patient. Et sans plus tarder, on va laisser Christine faire sa présentation sur le rôle de la gouvernance et de la culture dans la pérennisation de la démarche et la création de valeur. Bienvenue, Merci. Christine. Merci Eva. Merci à mes collègues aussi qui vont partager aussi leur expérience ce midi. C'est un plaisir, c'est un enthousiasme là, d'être avec vous puis parler de sujets là, qui nous passionnent puis auxquels on en fait une obsession au CHU de Québec, Université Laval. Quand on parle de valeurs, de patients, de bénéfices, d'impact et de cancérologie, bien pour moi, c'est une recette sur laquelle j'aime bien me pencher. Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne et que c'est en plein écran. Parfait, merci. C'est bon, Eva? Super. Fonctionne. Donc, oui, parler de pérennisation d'une démarche de création de valeur, pour moi, quand on part, oui, quand on dit des projets vitrines, des pilotes, bon, c'est une chose, mais vraiment de pouvoir pérenniser le tout puis d'avoir une bonne machine d'exécution, c'est de ça que je vais vous parler ce midi. Donc, ce midi ou en fin de journée pour nos collègues de la France. Donc, partager notre expérience au CHU de Québec, Université Laval, exposer un peu le contexte de notre démarche de gouvernance. Je vais aborder un peu notre déploiement collectif et de mise à l'échelle, puis partager aussi un exemple. Là, je vais vous parler de CIETOC. Je vais vous en parler un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire sur un exemple en cancérologie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CHU de Québec, Université Laval, c'est en un coup d'œil, on est le plus important centre hospitalier universitaire du Québec, l'un des plus grands aussi au Canada. On dessert une population de l'Est du Québec et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, donc plus de 2 millions de personnes. Donc, on a plus de 19 000 intervenants qui y travaillent. On est vraiment concentré dans une mission hospitalière de soins et services, mais aussi quand on dit CHU, on dit recherche, on dit innovation, on dit enseignement, évaluation aussi et promotion de la santé. Donc, l'intérêt pour les soins de santé axés sur la valeur, bien écoutez, ça date pas, tu sais, c'est pas la recette du mois, mettons. Donc, c'est pas la saveur du mois qu'on dit, une expression au Québec. Donc, je pense que ça communique clairement qu'il y a eu quand même plusieurs balbutiements, mais on voit vraiment qu'il y a une tendance qui se place, puis c'est en forte croissance. Puis, il y a vraiment un pic récent, puis je pense, en tout cas, du moins pour le Québec, Eva en fait vraiment partie sur ce pic-là, puis aussi les établissements de santé en ce qui nous concerne, entre autres les établissements de santé Québec. Je vous parle d'une vision en évolution parce que pour nous, au CHU de Québec, ça a commencé par un dessin. Et là, vous voyez un petit tableau dans le bureau du PDG en 2019, donc notre PDG que plusieurs d'entre vous connaissez, M. Martin Beaumont. Donc, déjà, on parlait d'une vision en 2019
auquel on a eu des premières réflexions sur l'évolution de notre modèle et comment on voulait amener ce modèle-là avec les trois grands objectifs du cadre conceptuel reconnu que vous connaissez bien là, du Triple M de IHI, mais aussi comment on voulait atteindre des meilleurs résultats possibles, basés aussi sur des meilleurs coûts, mais aussi sur des meilleures expériences. Je vous dirais que c'est nos premiers balbutiements. C'est là qu'on a vu apparaître vraiment les trois points de meilleurs coûts possibles et je vais juste baisser ma petite fenêtre quand j'ouvre tout. Donc, les meilleurs résultats et les meilleures expériences. Donc, on comprend bien que les enjeux dans lesquels on était en 2019 sont encore présents aujourd'hui, puis les enjeux dans lesquels on est sont aussi tous les mêmes dans les systèmes de santé, qu'on soit au Québec, au Canada ou à l'international. Donc, on est tous confrontés à une demande qui est en forte hausse, puis on a des limites de notre système. Donc, il est clair que même depuis 2019, pour nous, le statu quo n'était pas possible, puis on voulait travailler sur les vraies affaires. Donc, on voulait vraiment mettre l'emphase sur le gros bon sens, puis le désir aussi de comment on pouvait faire mieux et comment on pouvait aussi améliorer les bénéfices et les impacts sur ce qui nous motive toute notre raison d'être, les patients, mais aussi nos intervenants. Donc, l'intégration, l'expérience patient, on était déjà très inscrit dans ce domaine au CHU de Québec. Il faut comprendre que le contexte au Québec, quand même, évolue depuis les dernières années. On voit que depuis les années 22, 23, 24, vous voyez dans la courbe, quand on parle de plan santé au Québec, on parle surtout que ça repose sur la vision, puis au-delà de la vision, sur l'exécution, sur offrir une expérience patient axée sur l'accessibilité des soins de meilleure qualité et de sécurité, mais aussi en création de valeur. On voit aussi que depuis, dans les derniers rapports, puis aussi la révision de la nouvelle loi de la SG4S que nous, on appelle, donc, on parle beaucoup aussi de création de valeur, de bâtir des nouvelles solutions, de faire mieux avec ce qui compte vraiment, travailler l'équité, l'expérience des services, donc une meilleure santé. Fait qu'on voit apparaître vraiment là, les grands piliers là, du triple, quadruple ou simple AM. Je vais vous parler, gardez en tête aussi dans notre contexte, on a aussi un nouveau contexte dans la SG4S qui est qui est un levier qui est très puissant pour nous, auquel on a travaillé dernièrement de façon plus concrète avec le Conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique. Vous allez voir qu'il y a une valeur bien inscrite. Bon, je n'irai pas dans le détail, vous comprendrez que dans notre plan d'établissement, c'est quand même collé à ce que l'environnement du Québec est teinté. Donc, notre équipe de l'établissement du CHU de Québec travaille dans un écosystème qui s'appelle Santé Québec, donc auquel on est une grande famille avec plusieurs établissements sous le chapeau de Santé Québec. Demande pour moi qu'on a des piliers pour pouvoir orienter nos objectifs, nos actions, puis pouvoir atteindre des meilleurs résultats. Donc, sans aller dans le détail, il y a des piliers de l'accès, des piliers qui sont touchés aussi pour les intervenants, d'avoir des meilleurs parcours, des meilleurs résultats, une organisation plus humaine, mais surtout des façons de faire plus performantes. Donc, le plan d'établissement du CHU de Québec est aussi calqué sur ces piliers. Et vous voyez qu'au CHU, bien, nous, on retrouve tout ce qui est soins axés, les soins de santé axés sur la valeur, les résultats globaux sur l'expérience patient, l'expérience employée, mais aussi à meilleur coût et tout en ayant de l'impact et des bénéfices. Là, mon trip, ce n'est pas vous montrer l'organigramme du CHU de Québec, mais je vais vous montrer un levier de puissance dans la gouvernance. Vous allez voir auprès de mes collègues qui se retrouvent ici, vous voyez qu'il y a comme un petit pointillé au-dessus de leur tête que nous, on appelle le parapluie. Donc, moi, je suis responsable de plusieurs parapluies, entre autres, oui, des projets majeurs de la stratégie numérique, mais de l'excellence opérationnelle. Et l'excellence opérationnelle passe beaucoup par notre coalition qualité, performance et valeur en santé. Donc, vous allez voir, là, quand je vous parle de piliers d'expérience employée, bien, notre DRH est bien impliqué, à meilleur coût, notre DRF, Philippe Lachapelle avec son directorat de performance, de valorisation de la donnée et aussi les stratégies numériques qui viennent aussi nous aider dans avoir les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Et aussi tout ce qui est qualité, risque et expérience patient, tout ce qui est aussi le secteur d'évaluation avec Michel. Donc, ce parapluie-là vient s'inscrire et on le retrouve dans notre organigramme. Ça peut paraître banal, mais ça l'envoie un message très fort. Donc, notre bureau de la valeur que l'on a créé depuis les dernières années, on a travaillé fort pour essayer de retenir vraiment, là, de bien comprendre dans quoi on était. Donc, les définitions, puis il y a toutes sortes de langages quand on lit la littérature. On parle de VBHC, de SSAV, d'UPI, CROMS, PROMS, PREMS, CPSS. Donc, on a essayé vraiment de se concerter pour s'assurer que tout le monde, on parlait le même langage. Fait que notre bureau de la valeur, c'est un bureau de la valeur transversal
Il est clair qu'il y a un leadership qui est assuré par une des directions, mais ils travaillent tous ensemble avec des modèles qui leur sont propres, mais qu'on vient mettre en commun. Je vous parlais tantôt de la direction de la performance. Il va travailler beaucoup la question des données, des outils numériques. C'est un exemple, vous comprendrez qu'ils font beaucoup plus que ça, mais je vous donne quelques pistes. Notre direction des finances va venir travailler la performance financière, le benchmark, les coûts, les nouveaux modèles financiers que l'on a. Direction des ressources humaines, gestion du changement, bien important, je vais en parler plus loin. Tout ce qui est formation, communication, expérience employée, toute la mesure. Puis pareil pour la qualité, pour tout ce qui touche l'amélioration continue, tout aussi les résultats qui sont rapportés autant pour les patients, mais également en termes de résultats de santé, puis tout ce qui est partenariat avec les patients. Donc, notre offre de service est donc matricielle, transversale. Puis quand les gens ils ont une idée ou une initiative qui vient toucher, là, je vais l'appeler le SSAV, bien, notre bureau de la valeur est notre guichet unique de porte d'entrée. Donc, moi, que j'appelle un 800 SSAV. Donc, ce bureau-là va travailler avec les obsessions, les objectifs de notre carte routière. Ils vont venir mettre ça sur nos piliers de soins de santé axés sur la valeur. Et ces initiatives-là vont rentrer soit dans le portefeuille de projet, soit en pilote ou en pérennisation. Donc, notre structure de gouvernance est assez matricielle. Notre comité de direction a un rôle à jouer. On a un comité stratégique de valeur en santé auquel on retrouve vraiment des piliers cliniques, nos piliers médicaux aussi. Puis évidemment, bon, les quatre directions que je vous ai parlé tout à l'heure. On a un exécutif. On s'est donné vraiment une carte routière là, pour s'assurer que pour les années dans lesquelles on était l'an passé, l'année qui s'en vient et la prochaine, qu'on soit bien aligné dans notre stratégie, puis en lien avec notre projet d'établissement. Bon, là, je ne ferai pas de cours sur les soins centrés sur la valeur, mais je veux juste être sûr que quand je vais parler de valeur, de résultats de santé pour les patients et de trajectoire, vous comprendrez que ça repose quand même sur un modèle qui existe quand même depuis plusieurs années. Puis, ben, c'est des formules classiques, hein, c'est déjà vu là, quand on parle de résultats de patients, de volume, de gestion en silo. On veut travailler de façon plus intégrée, pas fragmentée. Aussi, travailler plus sur les expériences et les outcomes. Puis parler, ben, centré sur le patient, mais ce n'est pas juste sur le patient, c'est avec le patient. Donc, ça, je pense que c'est important que vous entendez cette valeur-là de notre côté. Donc, petite question, puis là, ben, je ne ferai pas de questions avec un petit code QR, mais qui a déjà dit ou entendu, on mesure déjà trop. Fait que là, les gens qui sont en surcharge, plusieurs vont nous nommer, commence à être compliqué, beaucoup de mesures, on sent que c'est comme une reddition de compte et non, on crée de la valeur, ça devient difficile. Les gens, souvent des secteurs plus en expertise, ben, on sait déjà ce qui compte, là. Pourquoi il faudrait aller redemander encore qu'est-ce qui compte vraiment? Mais quand on pose vraiment la question aux patients ou aux intervenants, parfois, 9 fois sur 10, ce n'est pas toujours ce qu'on avait comme peut-être comme a priori. Donc, il y a des sceptiques avec lesquels on travaille. Puis il y a aussi, bien, quand on parle de lettres SSAV, de soins axés sur la valeur, les gens voient ça comme une démarche de gestion. Fait que là, c'est des affaires de la haute direction et de l'administration. Fait que les gens cliniques ont souvent de la méfiance. Fait que là, ça, là, c'est des barrières qu'il faut vraiment qu'on attaque. C'est là-dessus qu'on a travaillé au cours des dernières années. Là, je vous montre un exemple parce que je ne suis pas en train de vous conter des blagues, mais notre programmation de l'an passé sur les formations pour le personnel d'encadrement, on en a fait un focus d'organisation. Donc, la haute direction, le comité de direction a dit oui, nous, on travaille sur les soins de santé axés sur la valeur. On veut mettre en place nos UPI. On travaille notre expérience employée et patient. On veut que nos coûts soient aussi selon les benchmarks. On a des enjeux financiers. Donc, il faut parler tous le même langage. Vous allez voir ici, là, on a travaillé à certifier plusieurs personnes, mais aussi on a travaillé sur tout ce qui est organisation des soins de santé, introduction au SSAV et le coût de parcours de soins. C'était nos priorités de l'an passé. Là, cette année, bien là, pourquoi qu'on a investi là-dedans? Je vais parler de notre modèle de gestion de changement. C'est le modèle capté. OK? C'est un modèle basé sur des données probantes, bien évidemment. Donc, pour nous, c'est important de se donner la vision, mais aussi de communiquer les changements. C'est quoi que ça va changer dans notre vie, puis qu'est-ce qui ne changera pas? Puis, on va venir gérer les connaissances. Donc, la première étape, c'est de comprendre. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a investi dans de la formation, puis on a investi avec notre interne, parce qu'il y a des gens en expertise chez nous qui sont capables de parler de ça. On n'invite pas toujours Eva, mais Eva a fait partie de la mise en place de cette formation-là pour réfléchir et articuler notre vision en tant que haute direction, nos leaders stratégiques, tactiques, mais aussi au point de vue opérationnel.
Donc, pour nous, ça nous a permis d'identifier les parties prenantes, de participer avec eux, puis de continuer d'évoluer, puis de célébrer aussi les efforts pour en faire une pérennité. Fait que pour nous, là, le modèle 4T, c'est notre modèle beaucoup en gestion de changement. L'autre chose, on est allé former des leaders. Donc, on a investi dans le leadership. On a vraiment une culture d'approche de système de gestion puis de modèle lean. Fait qu'on a investi dans de la formation, on a fait des certifications. Plusieurs ont complété leur ceinture verte en Value-Based Healthcare. Donc, je vous donne un exemple de Sandrine, c'est son certificat. Puis notre dernière cohorte qui vient de passer a aussi reçu, là, je pense que c'est 8 personnes qu'on vient de faire cette année. Ils viennent de passer leur examen. Fait que vous voyez, là, ça, c'est notre groupe de départ. Puis ça, c'est notre groupe qui vient de recevoir leur ceinture, que d'ailleurs, on a félicité ce matin pour la réussite de leur examen. Puis on m'a dit que c'était des gens vraiment investis et bien engagés. Donc, vous voyez que ça prend un arsenal pour pouvoir intégrer une culture puis apporter des changements. Donc, la formation, des outils, puis là, je vais tomber dans les outils, puis comment on va venir soutenir les trajectoires pour pouvoir inscrire ça dans l'agenda de valeur. Puis là, bien, il y a des modèles de Porter. Quand vous suivez vos formations de base, on en parle des composantes. Fait que je vais venir vous parler un peu de composantes, de mesures de résultats et d'intégration des soins. Puis bien, dans la mesure de résultats, bien, on peut faire plusieurs aspects. Là, on parlait tantôt de PREMS, de PROMS, de CRUMS et de coûts. Pour les anciens qui ont suivi les autres webinaires, on a abordé beaucoup ces questions-là. Mais vous voyez un peu quel type de résultats qu'on peut toucher quand on fait des PROMS sur la qualité de vie, des symptômes spécifiques, aussi sur ce qui est rapporté dans l'expérience, donc tout ce qui est le respect des besoins, des valeurs de nos patients, puis de les entendre là-dessus à meilleur coût. Puis est-ce qu'on a atteint des bons résultats? Parfois, la chirurgie peut être très bonne, mais ça ne veut pas dire que le patient a vraiment repris ses aspects fonctionnels. Je vous parlais tout à l'heure du CIETOC. Dans la loi au Québec, avec la nouvelle SG4S, un établissement de santé qui doit absolument avoir un nouveau conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez voir, là, ça nous permet de donner des avis, d'apprécier la qualité, mais aussi d'assumer vraiment tout ce qui se passe au point de vue des soins, les écarts, puis comment on peut travailler ça, soit dans l'établissement, mais aussi en termes de trajectoire hors établissement. L'autre assise dans la loi, à l'article 191, ils disent que dans l'appréciation des trajectoires, le conseil doit consulter au moins un usager. Vous comprendrez qu'on en consulte beaucoup plus que ça, mais ils nous mettent une obligation pour s'assurer que l'expérience des services puis qu'elle est pertinente à la trajectoire concernée. Donc, le CIETOC repose sur une gouvernance clinique qui touche les décideurs, les patients, les usagers, mais également les cliniciens. Fait que ça nous renforce vraiment dans notre capacité d'équipe pour pouvoir donner un sens sur ce qu'on fait quotidiennement de soigner des patients et faire la différence. Donc, le CIETOC est un levier pour renforcer notre SSAV puis de faire vivre complètement la pratique réflexive en termes de comment on peut recadrer les choses, comment on peut interagir, mais comment on peut aussi, en termes d'apprentissage, transformer les systèmes. Donc, comment ça marche? Les premières étapes qu'on a faites, c'est de poser un regard critique sur nos trajectoires. Est-ce qu'on prend un groupe de patients autour d'une même condition médicale, ceux auxquels on identifie des enjeux, mais qu'on identifie aussi des éléments qui pourraient être favorables dans l'amélioration, voir aussi comment on peut apprécier l'envergure de la portée du travail, puis comment on peut aller mesurer un certain niveau de maturité. Fait que vous voyez, là, on regarde les résultats. C'est sûr que ça nous prend des systèmes d'information qui sont capables de nous donner le tout. On regarde aussi s'il peut avoir une importance d'étendre le projet à une portée plus géographique, pas juste chez nous, et de voir l'intégration des soins. Quand on est dans le CIETOC, on regarde aussi l'inventaire de données. Fait que si on prend une trajectoire en tant que telle qu'on a évaluée, bien, est-ce qu'il y a des données qui sont disponibles? Est-ce qu'on a des PREMS? Est-ce qu'on a des PROMS? Est-ce qu'on a déjà le financement à l'activité? Est-ce qu'on a déjà des tableaux de bord? On a-tu des rapports internes, des rapports externes? On a-tu déjà des cartographies? On part d'où? Donc, on a publié un nouveau guide méthodologique au CHU pour comment on fait fonctionner notre trajectoire du CIETOC, puis comment on évalue une trajectoire qui est le plus pertinente. Fait que vous voyez, ils ont toute une structure à suivre. Puis là, ben, tout le monde lève la main. Nous, on pensait qu'on allait être obligé d'avoir un petit flux tiré, mais non, tout le monde lève la main. Donc, je vous donne un exemple d'un des derniers CIETOC qu'on a eu. On a fait l'évaluation de la trajectoire du CAR T-cell. Donc, c'est en cancérologie, des patients que l'on greffe par CAR T. C'est une trajectoire qui est assez complexe. C'est des patients auxquels ils peuvent avoir plusieurs complications.
Puis pour nous, c'était une trajectoire qui prenait de plus en plus d'ampleur au CHU de Québec. On est un des plus grands centres en termes de volumétrie en CAR T-cell. Ça demande des plateaux techniques, une disponibilité des lits, une hospitalisation, une équipe spécialisée. Puis parfois, il y avait des écarts quand ils ont fait leur analyse de leur trajectoire. Ça a l'air bien complexe, mais c'est la vraie vie. Donc, on voit le côté hospice, trajectoire ambulatoire, mais aussi en termes de suivi et de complications, et de voir aussi est-ce qu'on apporte des bénéfices auprès des patients, puis l'expérience de nos employés et de nos patients, est-ce qu'elle est bonne? Vous allez voir pourquoi on a développé cette trajectoire-là de CAR-T, parce qu'il y avait une volonté de l'équipe de faire une trajectoire ambulatoire. Parce qu'on voyait qu'il y avait une inadéquation entre les requis pour administrer les thérapies puis la vitesse de développement de nos ressources, les lits, les espaces, les ressources humaines, ce que je viens de vous parler. Puis il y a beaucoup de coûts associés à cette capacité-là, autant financière qu'hospitalière. Puis on voulait aussi s'assurer que notre parcours réponde de façon sécuritaire aux patients. Puis est-ce qu'on avait une opportunité de transformer l'hospice vers l'ambulatoire? Donc, je n'irai pas tout dans le détail de comment marche un CIETOC, mais ils travaillent sur leurs bénéfices, les bénéfices pour les patients. Donc, les patients ont été questionnés, c'était quoi les défis, autant pour aussi leurs proches, mais aussi pour l'organisation, pour aller voir l'adéquation. Donc, on a regardé aussi les coûts qui sont associés à cette trajectoire-là. Vous voyez, les coûts normaux pour une trajectoire de un patient, c'est environ 500 000 canadiens, mais ça inclut le côté pharmacie. Quand on sort la pharmacie, on descend à 20 000. Vous comprendrez que l'enjeu est beaucoup lié à un investissement en termes de pharmacie. Je vous donne un exemple. Là, on a fait les PREMS d'une quinzaine de patients là, des dernières trajectoires que l'on a regardées en CAR T-cell. Fait que vous voyez, là, avec les outils que l'on a, on est capable d'aller voir leur satisfaction, leur expérience globale. Puis, vous voyez, on a les 8 dimensions liées à un système de gestion intégré de la qualité, donc pour les patients. Donc, on a aussi regardé les prompts. Donc, autour de plusieurs questions, le questionnaire qui a été choisi, le premier de 29. Le temps de mesure, on en a fait un au départ, à 3 mois, 12 mois, post-traitement, on a fait 4 mesures. On a vu plusieurs aspects chez nos patients sur lesquels on est venu prioriser nos actions pour pouvoir les soutenir davantage. On a regardé aussi l'expérience intervenant. Les enjeux ont été soulevés. On a regardé aussi sur 11 solutions identifiées pour réduire les écarts dans la trajectoire. Ils en ont fait une sélection du top 5, donc améliorer l'accès au lit, mettre en place un processus pour planifier les différentes étapes, mettre l'accès aussi à des professionnels, étant donné que les patients avaient des complications, puis développer une ligne 24/7 pour soutenir les patients. Fait que vous voyez, à travers plusieurs solutions, l'équipe a été capable de choisir un top 5 puis de se donner des orientations très claires. Bien sûr, ça repose sur des facteurs au-delà des humains, des systèmes d'information qui se parlent auxquels on est capable de construire nos trajectoires, de mettre de l'automatisation aussi dans des envois automatisés de questionnaires de prompts et de prems. Puis en termes de volume, on a vraiment un tableau de bord qui nous permet, vous voyez, c'est un exemple, mais là, on est rendu à plus de 500-600 000 envois d'expérience patient en live là, dans notre établissement du CHU de Québec. Puis vous voyez les dimensions. Le but, c'est pas que vous appreniez par cœur toutes les données, mais pour nous, mesurer, c'est pour s'améliorer. Fait que vous voyez vraiment l'essentiel de créer une culture de mesure axée vraiment sur l'amélioration et non en termes de reddition, basée aussi, là, je vous parlais tout à l'heure du Triple M's, mais aussi d'intégrer tout ce qui est le décideur, les intervenants et les patients. Ça bâtit une imputabilité commune, une confiance des équipes. Puis bien, Eva me dit toujours, c'est quoi la recette? Gouvernance claire, machine d'exécution, être des modèles de rôle, avoir un système de leadership qui fonctionne, donc de bien se connaître, de faire des coalitions, transformer les systèmes, ça l'amène une dynamique de changement, puis comme ça, on amène des résultats. Donc, vous comprendrez que c'est du temps faire tout ça, mais c'est l'important, c'est de le faire. C'est ce qui va faire une pérennisation, une meilleure transformation. C'est un levier d'engagement des plus importants. Vous l'avez vu aussi avec le CIETOC, les gens lèvent la main, ils veulent vraiment travailler sur les vraies choses avec les patients. Donc, c'est vraiment une meilleure façon de redéfinir l'imputabilité. Puis, c'est pas vrai, on n'est pas au bout du chemin. Ce n'est pas juste un projet, c'est une transformation profonde. Mais on a la conviction que qu'est-ce qui a commencé par un dessin dans un bureau en 2019 est devenu vraiment une façon normale de travailler. Puis on doit continuer de co-créer les conditions de réussite collective. C'est ce qui fait le nous du CHU de Québec. Donc, voilà, ça termine mon partage ici. Eva.
Merci beaucoup, Christine. C'est très apprécié. Alors, on aura 1 heure de présentation, puis après ça, une demi-heure à la fin pour poser toutes vos questions. Mais pour pas oublier, vous pouvez les mettre directement dans le chat ou dans les questions-réponses et on y reviendra à la fin. Alors, J'espère merci, que ça a Christine. répondu à ce que tu souhaitais et que tu m'avais Oui, demandé. Donc, voilà. absolument. Merci, Christine. Et maintenant, on passera Virginie, si tu veux présenter la prochaine. Oui, allez-y. Virginie Micro, Virginie. Sourdine. Oui. OK, je pense qu'elle n'est... Ah, Merci. Merci Eva. oui, désolée. Vas-y. Donc, merci Christine pour cette présentation très intéressante on voit toute l'implication nécessaire d'une direction dans un dispositif VBHC. Et on va passer maintenant avec donc le docteur Meriem Qual et le docteur Camille Mimoun à l'autre partie, comment on fait quand ça vient d'en bas et comment on passe à l'échelle des expériences qui sont au début de petite taille. Et c'est l'expérience qu'a conduite le docteur Meriem Qual avec le docteur Nguyen Xuan en chirurgie scénologique à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et cette expérience a séduit à la fois à l'hôpital européen Georges Pompidou, puisque maintenant elles embarquent dans la dynamique les autres spécialités de l'hôpital européen Georges Pompidou, et à l'extérieur de l'hôpital, dans d'autres établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et là, c'est le docteur Camille Mimoun qui va montrer par la suite comment cette démarche s'étend d'un établissement aux autres centres de scénologie de la paix. Donc, merci Meriem, qui est chirurgienne gynécologique et scénologique à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est MC, alors maître de conf maître de conf et universitaire en chirurgie scénologique et chirurgienne et voilà, et membre du CARPEM. Et je vais te laisser présenter mieux que je ne le fais et, et, et commencer. Merci Virginie. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Alors, je vous entends plus. Est-ce que vous voyez bien mon diapo? Oui, Oui, vas-y. Myriam. Donc, en effet, je suis chirurgienne gynécologue à l'hôpital Georges Pompidou et aussi responsable du centre de coordination de cancérologie. Donc, on a une quinzaine de services de cancérologie à l'hôpital Georges Pompidou que j'ai l'honneur de diriger depuis 2 ans maintenant. Donc, le cancer du sein, vous le savez, est la première cause de cancer chez la femme. On a plus de 70 000 nouveaux cas en France. En tout cas, c'est un vrai problème de santé publique. On a une incidence qui ne fait qu'augmenter. Et même si le pronostic est bon, on sait qu'il va avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Et donc, on a décidé de mieux répondre aux attentes des patientes et de mettre ça dans notre projet de service comme voilà, la qualité de la prise en charge et l'expérience patient au centre de notre prise en charge. Donc, l'objectif, c'est de mieux vivre pendant le parcours de soins et dans l'après-cancer, d'identifier précocement les effets indésirables et d'adapter l'offre de soins de support. Donc, il y a beaucoup de soins de support disponibles, mais il faut pouvoir proposer le bon à la bonne patiente. Et puis, évaluer aussi les effets des traitements par rapport aux différentes options thérapeutiques, laquelle va entraîner le moins de morbidité chez la patiente en fonction de voilà, son état de santé et la réponse à ces questionnaires PROMS initiaux. Donc, on a commencé dans le cancer du sein à partir de 2020 sur un pilote qui était en lien avec l'Alliance des FU. On a d'abord défini nos questionnaires qualité de vie qu'on voulait inclure, donc des questionnaires sur les effets secondaires des traitements, la qualité de la reconstruction, les suivis de la chimiothérapie. On a structuré les CROMS avec le Thesaurus ICHOM, donc avec des questionnaires en français. On a implémenté tout ça dans notre système informatisé à l'hôpital. Et puis, on a créé un groupe de travail VBHC
pour essayer d'impliquer les autres spécialités. Et ça, on l'a fait très tôt, notamment avec les oncologues et les radiothérapeutes dès l'initiation des projets, de façon à ce qu'on puisse définir avec eux quels sont les CROMS qui les intéressent plus particulièrement et qu'on ne se dise pas rétrospectivement « Ah, on aurait dû inclure tel questionnaire ou on aurait dû inclure tel CROMS ». Et donc, on a beaucoup travaillé avec eux initialement sur le projet. Donc, on a fait initialement un déploiement que en chirurgie première. Donc, ça, c'était vraiment dans notre service. Et donc, la patiente qui allait avoir une chirurgie première, vous le savez peut-être pas, mais dans le cancer du sein, on peut soit opérer d'emblée, soit parfois il y a certaines histologies ou certains stades qui nécessitent qu'on fasse d'abord de la chimiothérapie. Donc non, on a commencé très progressivement, et puis après il y a eu le Covid, et donc tout ça a été un peu lent, mais initialement que pour les chirurgies premières. On a choisi une solution digitale qui était en accord avec celle qui était utilisée en oncologie de façon à harmoniser le suivi des patientes et faciliter la prise en charge et aussi les formations des différents intervenants. Et puis, à partir de 2024, on a décidé d'inclure aussi les patientes en chimio néoadjuvante et donc qui voient l'oncologue en premier pour la chimio et qui ensuite sont opérées après 5 à 6 mois de chimiothérapie. Donc, notre expérience pour pouvoir emporter les autres spécialités, si je puis me permettre, ça a été vraiment d'informer sur la démarche dès l'initiation du projet. Ce qui est compliqué, c'est qu'on arrive avec nous beaucoup de connaissances dans ce domaine qui est finalement une petite niche, hein, et que les gens ne savent pas forcément de quoi on parle. Donc, très tôt, on a fait de l'information. On a essayé, je vous le disais, d'impliquer les autres spécialités des différents parcours aux différentes étapes. C'était important pour définir les différents indicateurs. Et là, on a eu tout de suite beaucoup d'enthousiasme de certains qui avaient certains projets de recherche pour lesquels ils n'avaient pas initialement prévu tel ou tel recueil de questionnaires. Et donc, c'était très content de les avoir. Ça nous a permis aussi d'enrichir le projet et d'avoir une vision très transversale de la pathologie. L'axe suivant, c'était de communiquer, d'essayer de donner un maximum de visibilité au projet. Donc, on a fait des points d'avancement réguliers pendant les réunions de concertation pluridisciplinaire. On a partagé aussi nos difficultés parce que initialement, c'est pas toujours facile d'implémenter un projet comme ça dans une grosse structure. On a aussi partagé au grand public, aux patientes, pour essayer de leur faire comprendre, et elles ont été aussi très présentes, notamment dans nos événements Octobre Rose, de leur expliquer que c'était vraiment quelque chose qu'initialement on mettait en place pour elles et que toute notre démarche était pour remettre le patient au centre de la prise en charge. Et puis, il a fallu former d'abord les médecins, les autres chirurgiens de notre service, les autres médecins, notamment en oncologie, les paramédicaux, les aides-soignants qui aident les patients à faire les inclusions et notamment les inscriptions sur la plateforme numérique. Et donc, c'est juste un petit exemple parce que mon temps de parole est un peu limité, mais on a vraiment commencé par le pilote, puis après on a partagé notre expérience à différents niveaux, en intra-hospitalier et au niveau du CARPEM. Et donc, je vais vous en parler tout de suite après. Le CARPEM, c'est le centre anticancéreux. C'est un regroupement de différents hôpitaux du groupe hospitalier et qui s'occupe principalement du cancer sur notre groupe hospitalier. On a aussi diffusé largement notre petit flyer patiente. Alors, on l'a diffusé aussi aux soignants parce que ce qui est dedans, finalement, c'est ce que les soignants vont expliquer à la patiente. Et donc, d'utiliser des mots simples dans notre flyer de communication envers les patients de la part des soignants, c'était important. Et puis, on a fait aussi un petit papier avec l'aide de Virginie dans un journal à destination plutôt des administratifs. Hop. Le bénéfice, il est vraiment pour nous à plusieurs échelles. D'abord pour les patients, et c'est vraiment les points sur lesquels dans notre stratégie de partage et de diffusion on a insisté avec des choses concrètes. D'abord mettre en lumière des besoins qui étaient non identifiés. Donc typiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait une offre de soins de support et de parcours post-cancer qui était assez important, mais qui n'était pas forcément structuré. Et suite à ça, on a créé une consultation du rétablissement en lien avec une oncologue donc, qui est dédiée à cela et qui voit la patiente plus d'1 heure, 1 heure et demie. Et l'objectif avec des données qui peuvent apparaître dans les PROM, c'est de structurer le post-cancer. On a aussi ajusté certaines pratiques, notamment par exemple la pose de la chambre implantable
qui était finalement un des moments dans le parcours de soins qui était le plus mal vécu parce que c'était fait en radio interventionnelle, souvent par des internes, pas très sensibilisés à la prise en charge oncologique. C'est un geste considéré comme simple pour la personne qui le fait, mais qui est finalement extrêmement douloureux pour la patiente. Et donc, on a fait des réunions avec eux pour participer et leur expliquer ça, et on a amélioré, on pense, la qualité des soins en ce sens. On a amélioré la coordination pour qu'il y ait un parcours qui soit plus lisible, notamment les inclusions, le suivi. On a présenté aux patientes notre attaché de recherche clinique qui les rappelle pour s'assurer que les questionnaires sont bien remplis et que du coup elles ont un interlocuteur et donc elles se sentent plus écoutées. Et puis on a essayé de personnaliser un petit peu plus le soin. Pour les soignants, et ça aussi on a mis l'accent dessus, c'est que c'est un aide d'outil à la décision parfois. Ça nous permet d'avoir une vision plus globale, une dynamique, d'être, en tout cas pour les médecins, dans une dynamique continue d'amélioration des soins, et on pense que ça nous a permis de renforcer, en tout cas ceux qui déploient, donc principalement en scénologie, de renforcer cette relation soignant-malade qui est finalement très importante dans les parcours de soins en oncologie. Pour pouvoir faire un petit état des lieux, assez récemment, donc 2025, on a lancé un questionnaire d'évaluation auprès d'abord des médecins du service et des médecins du parcours de soins cancer du sein pour savoir est-ce qu'il y avait une bonne acculturation du concept VBHC, quelle était la perception globale, quels étaient les impacts sur la qualité de vie au travail, est-ce que finalement on a l'impression de mieux faire son travail ou est-ce que ça nous fait perdre beaucoup de temps, est-ce que ça aide au sentiment d'appartenance et dynamique d'équipe, et ça je peux vous répondre, il y a beaucoup d'infirmières qui ont trouvé ça vraiment intéressant et qui se sentent utiles en consultation, même si ça rallonge un petit peu nos consultations pour l'inclusion. Et puis, ça nous a permis aussi de recueillir des pistes d'amélioration. Alors là, j'ai pas réussi à lancer la petite vidéo, mais on a fait aussi une petite vidéo avec un PPT enregistré qui s'appelle Quesaco VBHC pour vraiment les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et encore une fois, on a diffusé de façon large. Dans les autres spécialités médicales, ce qui est important, c'est qu'on a le soutien de la direction et de la direction de l'établissement et de la direction qualité, et que ça fait partie des axes prioritaires du cancer Personalized Medicine, donc le CARPEM, qui est un site de recherche intégré sur le cancer et qui est labellisé par notre Institut national du cancer depuis 2012. Il y a un engagement du CARPEM depuis quelques années dans des démarches d'accréditation européenne, notamment l'accréditation Comprehensive Cancer Center européenne, et donc ce centre de recherche qui comprend plus de 350 chercheurs cliniciens, 22 équipes, 12 équipes cliniques et 10 plateformes, s'est engagé fortement dans cette accréditation. Donc on a mis un axe important en 2022 dans le cadre de l'accréditation dans notre projet de recherche globale, et vous voyez le WP9, Work Package 9, mesurer l'expérience et les résultats rapportés par le patient avec des outils PREMS. Et la suivi de l'expérience patient était aussi un des axes prioritaires pour 2024-2025. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que tout ça, ça nous a permis, merci, j'ai une diapo en double, de répondre aux attentes de l'OICE. Donc, c'était en lien avec notre démarche d'accréditation européenne. Et l'OICE dit clairement qu'elle favorise un modèle de soins en oncologie centré sur le patient, qu'elle l'encourage à mesurer ce qui compte pour le patient, que c'est considéré comme essentiel. Les PROM sont fortement encouragés. Il y a beaucoup dans leur site internet, vous pouvez aller voir, de données qui montrent que c'est réalisable, que c'est efficace dans de nombreux parcours, et que ça permet vraiment d'augmenter la valeur et d'identifier la possibilité d'amélioration en continu. Et donc, grâce à ça, mais bien sûr à beaucoup d'autres choses faites dans ce CIRIC CARPEM, on a obtenu l'accréditation OICE en 2022, OECI pardon, et je vous ai remis juste les corps standards. Donc il y a vraiment beaucoup, vous qui avez probablement, notamment dans les directions, l'habitude de ces certifications, ces accréditations, mais il y a vraiment des principes fondamentaux qui sont très précis, avec des points à avoir. Et donc là, l'Institut dispose des méthodes pour recueillir régulièrement les expériences des patients lors des soins ambulatoires hospitaliers. L'Institut utilise des questionnaires, l'Institut utilise des questionnaires PREMS, et ça nous a permis d'obtenir des scores qui n'étaient pas excellents, mais vu que la démarche était engagée, notamment dans notre service, et qu'on a mis sur le tapis vraiment tout ce qu'on avait fait en termes de communication, ça nous a permis d'obtenir cette accréditation. Et ce qui est pas mal dans les accréditations, c'est qu'il faut les maintenir à jour, et donc on est toujours en train d'essayer de développer ça un maximum, parce qu'on renouvelle notre accréditation en 2027.
Et là, on est dans nos auto-évaluations. Et donc, un des axes principaux aussi du CARPEM, ça a été de déployer ça dans les autres centres de coordination. C'est porté par le Centre de coordination de cancérologie de la HEGP. Ce qu'on a réussi à faire entre 2025 et 2026, c'est déjà de présenter notre expérience à tous les autres services, notamment lors des réunions du 3C. Le 3C, c'est le Centre de coordination de cancéro. Et donc, on a fait plusieurs présentations et retours d'expérience. On a développé des petits supports de formation qu'on a diffusés au sein des 15 services de cancérologie. Et puis, surtout, et ça, c'est pour moi quelque chose qui est important à souligner, on a fait des échanges entre pairs. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir, on nous appelle, nous disent c'est quoi le VBHC, comment tu fais, est-ce que tu penses que je commence dans tous les cancers, est-ce que je privilégie un cancer d'abord? Et ça, je pense que c'est une vraie richesse quand on a déjà un peu l'expérience de pouvoir partager, même de façon informelle, son expérience. Et notre feuille de route actuellement, pour pas prendre trop de temps, c'est de développer ça dans d'autres cancers. Donc, on s'est dit qu'on allait par spécialité prioriser un parcours ou un cancer. On a aussi, on attend une application unique à l'échelle de l'APHP pour le recueil des PROMS, de façon à pouvoir vraiment uniformiser nos recueils de PROMS. On a des accompagnements des différentes équipes dans les choix des CROMS, parce que beaucoup ont déjà des questionnaires qu'ils ont eu l'habitude d'utiliser, mais ils ne connaissent pas forcément le Telorus iCHOM. Et donc, quand on a l'idée derrière de faire de la recherche, il faut que ça soit des choses qui soient validées. Et donc, on fait ce partage d'expérience avec eux. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le levier recherche. Et donc, on a un projet de recherche transversal qui inclut VBHC et les PROMS, qui est pan-cancer et dont l'objectif est d'évaluer le bénéfice de la photomodulation et notamment sur le chemobrain. On a vraiment pris le soin d'inclure tous les PROMS dans ce projet de recherche de façon transversale et en pan-cancer. J'ai terminé. Une petite conclusion, c'est qu'intégrer les PROMS en oncologie, pour moi, c'est un enjeu majeur de santé publique. Un, parce qu'on a de plus en plus de cancers. Deux, parce que ça touche des patients qui sont jeunes, que les cancers, même quand on en guérit pour avoir des patients au quotidien, il y a des impacts à long terme et des impacts qui parfois sont très invalidants. C'est un coût sociétal qui est très important et donc ça me paraît vraiment le cancer être une pathologie très importante, notamment pour le bénéfice de la patiente et de sa qualité de vie après, important de le déployer. Il faut bien sûr des volontés des différentes instances, il faut des systèmes SI et des outils efficients, mais surtout il faut une chaîne d'acteurs multidisciplinaires formés pour comprendre le sens, les objectifs et donner du sens à cette démarche. Je vous remercie pour votre attention. Je ne veux pas être trop longue, j'ai dépassé un peu mon temps de parole et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et je donne du coup la parole à Camille Mimoun et à Virginie qui peut-être veut la présenter. Merci beaucoup, Myriam. J'espère que cette présentation a inspiré de nombreux participants autour de cette table parce que c'est quand même très riche. Ça montre que à partir d'une expérience qui était quand même au départ pas financée du tout, vous avez rencontré quand même de grandes difficultés, système d'information, de grandes et d'organisation. Vous avez affronté le Covid et malgré ça, vous avez tenu bon. Donc, ça montre votre volonté et votre détermination qui, je pense, repose aussi sur le fait que ça a du sens. C'est ce que tu as montré dans ta présentation, le sens que ça a pour vous. Et je pense que vous ne seriez pas accroché autant si ça n'avait pas eu de sens, compte tenu des difficultés que vous avez rencontrées. En tout cas, bravo à votre équipe. Bravo pour ce que vous faites au nom de l'institution. Et donc, ce que vous faites a également inspiré d'autres équipes de scénologie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en pratique, les autres équipes qui font du cancer du sein à la PHP. Je vais laisser le docteur Camille Mimoun se présenter. Elle est aussi, donc elle travaille dans un autre groupement hospitalier de la PHP qui est le GHU Nord et dans lequel il y a l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital Lariboisière, l'hôpital Bichat qui font du cancer du sein. Dans le projet qu'elle présente, il y a également associé d'autres groupes hospitaliers de la PHP, mais je vais la laisser faire. Et merci Camille. Merci Virginie. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter le projet VBHC Senoca qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait Myriam à la PHP, à la HEGP, pardon, je vous dis n'importe quoi.
Donc, ce projet, c'est un projet qu'on a appelé VBHC Senoca et qui consistera à l'intégration donc des indicateurs VBHC et notamment des PROMS au sein de la RCP initiale de décision thérapeutique du cancer du sein infiltrant non métastatique. Alors, le cancer du sein, comme on l'a déjà dit, comporte un paradoxe énorme, puisque aujourd'hui c'est un cancer donc qui est extrêmement fréquent, Myriam l'a déjà dit, mais c'est surtout un cancer pour lequel on a un excellent pronostic grâce à toutes les nouvelles thérapies qui existent. Mais par contre, on observe chez ces patientes une altération majeure de la qualité de vie, une altération majeure de la qualité de vie qui peut être liée au traitement qu'elles vont recevoir, que ce soit des traitements chirurgicaux, des traitements par radiothérapie, par chimiothérapie, par thérapie ciblée, par l'hormonothérapie au long terme, mais aussi une altération de la qualité de vie par l'impact des traitements sur le long terme qu'elles auront eu. Donc une survie à 5 ans qui est d'excellent pronostic puisqu'elle est à supérieure à 90% pour les formes localisées. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette altération fréquente, durable et importante de la qualité de vie. Comment on fait aujourd'hui pour prendre des décisions chez ces patientes qui présentent un cancer du sein? Eh bien, on discute des dossiers des patientes lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie initiale, où on regroupe tout un tas de critères médicaux, de données médicales objectives, que ce soit des données d'examen clinique, des données d'imagerie, des données de biopsie, des données d'examen anatomopathologique, et on définit de façon pluridisciplinaire avec les chirurgiens, les radiologues, les anapathes, les oncos, les radiothérapeutes, la stratégie thérapeutique la plus adaptée pour la patiente. La limite de cette approche actuelle, c'est que c'est une approche qui est centrée uniquement donc sur la tumeur et qu'on ne prend peu ou pas en compte les ressources et les vulnérabilités initiales des patientes. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la standardisation de notre façon de prendre nos décisions aujourd'hui garantit la survie des patientes, mais elle ne protège en rien quant à leur qualité de vie future. Je le répète, mais vous le savez déjà tous, le principe du VBHC, du Value Based Healthcare, c'est d'associer les CROMS, donc les données cliniques, avec les PROMS, donc des données de vécu de la patiente. Et donc l'hypothèse notre projet aujourd'hui, VBHC Senoca, ce serait de recueillir ces PROMS, ces données de qualité de vie en pré-thérapeutique, de les intégrer directement dans le processus décisionnel initial lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie, afin d'ajuster notre décision thérapeutique à chaque patiente et de personnaliser donc cette stratégie thérapeutique sur les besoins individuels de chaque patiente. Et donc, comme Myriam l'a dit, dans ces cas-là, les PROMS deviendraient un outil donc d'aide à la décision clinique afin de personnaliser leur prise en charge. L'innovation, c'est une innovation donc pour la patiente, mais c'est aussi une innovation organisationnelle. Vous avez compris que la RCP, c'est une étape pivot, une étape obligatoire dans la prise en charge de ces patientes. Donc non seulement on transformerait la décision, la prise en charge personnalisée de la patiente, mais en plus on transformerait l'organisation même du système de soins en intégrant ces PROMS à la RCP. Donc dans notre RCP standard actuel, la décision médicale, je vous le répète, est centrée sur la tumeur. Les données qu'on a sont des données disponibles, ce sont des données médicales, et la stratégie thérapeutique est une stratégie standardisée sur les recommandations actuelles. La RCP personnalisée VBHC Senoca, ce serait une décision médicale centrée sur la patiente en utilisant des données cliniques mais aussi des données de PROMS, des données de qualité de vie et donc une stratégie thérapeutique qui sera ajustée au contexte de la patiente, personnalisée donc à ses ressources, à ses vulnérabilités initiales, à son vécu. L'objectif de l'étude, donc il y en a plusieurs. L'objectif principal, ce serait d'évaluer l'impact donc de l'indication des indicateurs VBHC et notamment donc des PROMS lors de la RCP initiale des patientes atteintes par un cancer du sein infiltrant non métastatique initial sur la qualité de vie globale. Je vais vous dire après comment. Les objectifs secondaires, ce serait d'évaluer exactement la même chose mais sur la qualité de vie spécifique pour le cancer du sein.
Ce serait également d'évaluer les prises en charge thérapeutiques. Est-ce que d'inclure ces PROMS dans la RCP a modifié les séquences thérapeutiques? Est-ce qu'on ferait plus une chirurgie première vs une chimiothérapie première? Est-ce qu'on a modifié le type de chirurgie, la chirurgie du sein, la chirurgie axillaire? Est-ce qu'on va proposer plus de traitements conservateurs? Est-ce qu'on va proposer plus de mastectomie? Est-ce qu'on va proposer plus au niveau du geste axillaire de ganglion sentinelle ou est-ce qu'on va proposer plus de curage axillaire? Et est-ce qu'on modifie également les délais de prise en charge? On évaluera également la satisfaction post-opératoire des patientes. On s'attardera également à faire des analyses en sous-groupe pour évaluer les bénéfices de l'intégration de ces PROMS dans la RCP initiale pour des sous-groupes de patientes qui sont très peu analysées, les patientes précaires, les patientes très jeunes, inférieures à 40 ans, et les patientes qui relèvent de l'oncogériatrie qui auront plus de 75 ans. Alors, quel sera le design de cette étude? Donc, ce sera une étude qui comportera plusieurs centres de l'AP-HP, aussi bien l'AP-HP Centre que l'AP-HP Nord. Donc, les centres qui seront des centres recruteurs AP-HP seront l'hôpital Saint-Louis, là où je suis MCUPH actuellement. Je ne me suis pas présentée au départ. L'hôpital Jean Verdier, l'hôpital HEGP où Myriam est, l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, l'hôpital Tenon et l'hôpital Bichat. Donc 6 centres qui font déjà actuellement du cancer du sein et qui sont centres d'excellence de cancer du sein. Ce sera donc un essai qui sera contrôlé, randomisé en cluster, en grappe et stratifié par centre, c'est-à-dire que ce sera les centres qui seront randomisés au lieu des patientes. Il y aura des centres qui auront toujours une RCP standard et des centres qui auront une RCP personnalisée. Et ça, on le décidera avant le démarrage de l'étude de façon randomisée. La population, après un calcul du nombre de patientes, devra comprendre 740 patientes en tout, soit 370 patientes dans chaque bras. Et on ajustera donc le nombre de patientes à inclure en fonction du nombre de patientes opérées par an dans chaque centre. Saint-Louis qui compte 700 patientes par an, l'HEGP, si je me trompe pas, Myriam, qui compte 500 patientes par an, incluront plus de patientes que l'hôpital Bichat et l'hôpital Jean Verdier qui opèrent beaucoup moins de patientes par an que ces hôpitaux-là. Donc le bras contrôle qui présentera une RCP standard, donc la RCP comme on a l'habitude de la faire avec les données cliniques objectives, seul comprendra 370 patients, et le bras expérimental donc qui fera une RCP personnalisée avec intégration en plus des données cliniques, des données de PROMS, comprendra également 370 patientes. Alors, quels sont maintenant les outils d'évaluation? Quels sont ces prompts qu'on va intégrer à nos RCP? Eh bien, ce sont des autoquestionnaires qui sont validés par le Thésaurus ICHOM. Donc, notre critère, l'objectif principal, donc je vous l'ai dit, c'est la qualité de vie globale, sera évalué grâce au questionnaire de qualité de vie ORTC QLQ-C30. Et en ce qui concerne nos objectifs secondaires pour évaluer la qualité de vie spécifique sur le cancer du sein et la satisfaction post-opératoire, il s'agira de l'EORTC QLQ BR23 pour la qualité de vie spécifique du cancer du sein et le BreastQ pour la satisfaction post-opératoire. Ces questionnaires intégrés en PrEP thérapeutique permettront d'évaluer des dimensions essentielles du vécu des patientes sur le long cours en termes de qualité de vie globale, de fonction physique, de fonction émotionnelle, sociale, d'image corporelle, de sexualité, de symptômes liés au traitement, de symptômes liés mammaires, de symptômes du sein, des symptômes du bras liés au geste axillaire, de satisfaction donc vis-à-vis de la chirurgie des seins et de résultats chirurgicaux globaux. Alors, quel va être un peu le parcours patiente de celles qui seront incluses dans l'étude? Les patientes seront vues tout d'abord lors d'une visite d'inclusion, lors d'une consultation de scénologie standard avec leur chirurgien qui leur proposera de participer à cette étude et elles signeront à cette occasion donc un consentement. Si ces patientes signent le consentement, un rendez-vous sera très rapidement organisé avec l'infirmière en cancérologie, l'infirmière de coordination en cancérologie qui est présente dans chaque centre, afin que l'infirmière de coordination en cancérologie lui explique lors d'un entretien de 45 minutes
ces questionnaires, le remplissage des questionnaires et le support sur lequel elles devront remplir ces questionnaires. Cet entretien avec l'infirmière de cancérologie devra avoir lieu dans un délai de 1 à 7 jours après la visite d'inclusion. Donc, visite d'inclusion, consultation de scénologie avec le chirurgien, on propose à la patiente de participer à l'étude et on programme tout de suite après un entretien avec l'infirmière de cancérologie dans un délai de 1 à 7 jours, parce que vous avez bien compris que la RCP de stratégie thérapeutique ne peut pas être décalée, d'accord? La stratégie thérapeutique est donnée lors de la RCP qui a lieu de façon hebdomadaire dans chaque centre. Donc, cet entretien avec l'infirmière de cancéro devra être très très rapide, très rapidement organisé dans un délai de 1 à 7 jours avant la RCP initiale, afin de pouvoir recueillir les données des PROMS, les données des 3 autoquestionnaires que je vous ai présentés juste avant la RCP, de telle manière à pouvoir les inclure au moment de cette RCP et d'intégrer ces données dans la décision thérapeutique. Donc, le délai, on l'a dit, c'est 1 à 7 jours. On a dit un entretien de 45 minutes à 1 heure. Et donc là, l'infirmière va expliquer aux patientes de façon plus détaillée que lors de la consultation de scénologie ces questionnaires et leur montrer comment on les remplit. Alors, comment on les remplit? Myriam parlait tout à l'heure d'une plateforme qui devra être uniformisée au sein des centres de la PHP. Je pense qu'on a enfin décidé de quelle plateforme il allait s'agir. Et il va s'agir de la plateforme ePro, qui est une application digitale qui sera disponible sur le téléphone portable des patientes. Et pour les patientes qui n'auront pas de téléphone portable, parce qu'on travaille dans des hôpitaux avec une grande précarité, elles n'ont pas toutes un smartphone, il y aura des tablettes numériques qui seront disponibles et elles pourront ainsi remplir leur questionnaire juste après l'entretien avec l'infirmière en cancérologie dans la salle d'attente en face de l'infirmière. Alors, il faut qu'elle le remplisse toute seule. Les infirmières ne doivent pas aider à remplir le questionnaire pour que ces questionnaires ne soient pas biaisés. Mais par contre, elles seront dans la salle d'attente pour avoir une aide si le logiciel bug et ce sera un espace dédié qui sera tranquille et pour s'assurer donc du bon remplissage des questionnaires et que les patientes puissent tout remplir pour qu'on ait le moins de données manquantes possible. Après ce temps, il y aura donc une fiche RCP qui sera générée de façon automatique à l'aide des données cliniques et à l'aide des données des PROMS et une fiche RCP qui sera standardisée au sein des centres, une fiche RCP standardisée pour la RCP standard où il n'y aura que les données cliniques et une fiche RCP standardisée au sein de la RCP personnalisée où il y aura les données cliniques et ces données des PROMS et ce sera donc une fiche qui sera générée automatiquement dans le cadre de l'étude. Donc les médecins n'auront pas à faire cette fiche. Par contre, il y aura une validation médicale de la fiche pour qu'il y ait quand même un regard du médecin avant de pouvoir discuter de ces dossiers de façon collégiale en RCP. Le dossier de la patiente passe en RCP, on discute de la stratégie dans le bras contrôle ou dans le bras expérimental. On prend la décision thérapeutique. Les patientes, ensuite, bénéficient d'un suivi à 6 mois et un 12 mois. Donc, à 6 mois, les patientes auront un message sur leur téléphone portable qui leur rappellera qu'il faut de nouveau compléter les questionnaires, les 3 mêmes autoquestionnaires à 6 mois. Elles auront un message à 6 mois et à 6 mois plus un jour pour être sûres du bon remplissage des questionnaires. Et même processus à 12 mois. Elles auront un message sur leur téléphone portable à 12 mois et à 12 mois plus un jour pour être sûr du bon remplissage des questionnaires. Et ainsi, on pourra comparer entre les 2 groupes. Notre critère de jugement principal sera l'évolution entre T0, donc en initial, et entre T1 et T2, à 6 mois et à 12 mois, des scores de qualité de vie globale, qualité de vie spécifique, satisfaction et prise en charge thérapeutique. Alors, les bénéfices attendus de cette étude, c'est quoi? C'est des bénéfices pour les patientes, mais c'est également des bénéfices pour la santé publique dans cette pathologie qui est de plus en plus fréquente et qui est un sérieux problème de santé publique. Donc, pour les patientes, ce sera une amélioration de la qualité des soins par le biais d'une prise en charge thérapeutique qui sera véritablement personnalisée, en ajustant les traitements et en réduisant les inadéquations entre la stratégie thérapeutique proposée conforme aux recommandations et le vécu réel des patientes. Ce sera donc, on l'espère, une meilleure, je vous reviens en arrière, une meilleure expérience du parcours de soins par les patientes avec une amélioration, on l'espère, de leur qualité de vie globale et spécifique, ainsi qu'une augmentation de leur satisfaction post-opératoire.
Bénéfice également pour la santé publique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera une innovation organisationnelle reproductible au sein des centres qui transformera donc l'ARCP, étape centrale, étape pivot du parcours de soins, en un espace décisionnel réellement centré sur l'expérience des patientes et non plus uniquement sur la théorie. Elle aura pour but d'améliorer la santé des femmes atteintes par un cancer du sein, qui est un enjeu majeur de santé publique, non plus uniquement sur le plan du pronostic, qui est déjà excellent et comparable entre les centres, mais sur l'amélioration de leur qualité de vie et de leur satisfaction post-opératoire. Au total, VBHC Senoca, c'est quoi? C'est une innovation, prouver que l'intégration systématique de la voix de la patiente par l'intermédiaire des prompts améliore la qualité de vie. C'est un enjeu, transformer l'ARCP en un véritable espace décisionnel centré sur la patiente. Et c'est une méthode, un essai randomisé multicentrique au sein de nos centres de la PHP. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Dr. Mimoun. C'est très apprécié, puis on voit à quel point vous avez vraiment pérennisé cette démarche qui avait commencé tout petit avec un projet pilote et vraiment vous l'avez amené à un autre niveau, même avec le gold standard de l'essai randomisé très robuste. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions dans le chat. Je vais simplement terminer avec juste 5 minutes de plus. Merci, Dr. Mimoun. On va revenir à des questions dans un instant. Là, je vais vous présenter très rapidement, j'en avais parlé l'année passée lors de la conférence de iCharm, mais pas en français. Donc, on va en parler en français maintenant. On entend, je sais pas en France, mais au Québec, on a une maladie qui peut venir dans une forme chronique ou aiguë. On l'appelle la pilotite. C'est la maladie des pilotes interminables qui commencent, qui produisent des rapports, mais qui vont à nulle part. C'est pas les exemples qu'on a entendus aujourd'hui, mais ce qu'on essaie de, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui pour clore la discussion sur la pérennisation, c'est comment on peut amener ces projets pilotes à plutôt avoir un antidote à cette maladie de pilotite et de vraiment pérenniser dès la conception, comment on intègre vraiment dans même la conception, on peut quand même les appeler des projets pilotes, mais nous aussi, on s'accroche beaucoup aux mots, on commence à les appeler des projets de démonstration. C'est quoi la différence, en fait? C'est que dans un projet pilote, on va aller tester une innovation. On va la tester, on va avoir un contexte qui est plutôt protégé. On va souvent contourner des obstacles, par exemple bureaucratiques ou de financement, ou on va aller juste travailler avec les gens qui sont déjà convaincus. Les ressources sont, au début, tantôt Virginie a mentionné que c'était pas évident de financer votre projet non plus. Au début, c'est souvent on peut avoir une enveloppe budgétaire spécifique pour des projets pilotes, mais aussitôt que le financement s'arrête, le projet tombe à l'eau. Puis on peut voir qu'au Québec, par exemple, on a eu des excellents projets pilotes qui ont vraiment répondu aux besoins des patients. Par exemple, entre autres, le suivi des médicaments oraux en oncologie à domicile par des pharmaciens d'hôpital. Ils ont développé un outil de PROMS qui était incroyable, ça répondait aux besoins des patients et le financement est arrêté et bouf, le projet est tombé à l'eau. Donc, la main-d'œuvre qui est dédiée dans un cadre d'un projet pilote est liée à un financement dédié aussi. Puis il y a toujours ce risque-là que ça, aussitôt que le financement et la main-d'œuvre soient plus disponibles, que le projet s'arrête malgré le fait qu'on répond à un besoin non comblé. Le temps, c'est vraiment dans un horizon de temps très limité, disons 6 mois, 1 an, 2 ans. Et aussitôt que c'est fini, souvent, le livrable, c'est qu'on va publier un rapport ou une publication, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va continuer. Et finalement, ben, il n'y a aucune obligation dans les pilotes classiques de planification de la pérennisation ou la mise à l'échelle. C'est là où ce que Christine Mimo parlait au début, c'est vraiment comment on bâtit une culture qui s'assure que ce qu'on fait, les innovations, ben on fait pas juste tester l'innovation, mais on teste la faisabilité et le potentiel, la faisabilité et le potentiel de pérenniser cette innovation-là.
Une des façons, c'est de ne pas créer une bulle protégée d'un contexte qui ne reflète pas la réalité, mais d'essayer d'être le plus près possible de la réalité, de le tester dans un contexte réel de soins, dans un contexte le plus réel possible. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire pour surmonter les obstacles bureaucratiques ou de financement ou de mobilisation. Le financement, puis je vous parle d'expérience parce que à la Coalition Priorité Cancer, on a fait en fait, c'était un projet pilote qui avait 2 phases. Le premier, c'est qu'on a déployé les soins de santé axés sur la valeur en cancer colorectal à l'hôpital Juif. On a appris, on a itéré, on a impliqué toutes les parties prenantes et on a planifié. Nous, on allait le financer pendant 2 ans, mais après ça, l'établissement devait déjà dès le début penser à comment pérenniser le financement et la main-d'œuvre qui était responsable pour le déploiement. Donc, c'était pas quelque chose qu'on a planifié une fois que le projet pilote soit fini. C'était quelque chose qu'on a intégré dès le début. Comment assurer ce plan-là de pérenniser la main-d'œuvre et le financement. Dans le temps, dans notre projet de démonstration en cancer colorectal, dès le début, on voulait le répliquer puis le mettre à l'échelle. Oui, à l'intérieur du centre de cancérologie Ségal à l'hôpital général Juif, mais également à l'IUCPQ, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie à Québec, en cancer du poumon, donc vraiment à 300 km de Montréal, dans un autre établissement avec d'autres plateformes technologiques, une autre culture, etc. Et là, c'est vraiment dès le début, quand on a commencé il y a 3 ans, en colorectal, on pensait déjà comment planifier la réplicabilité de ce modèle-là en cancer du poumon à Québec avec une autre équipe. Donc, vraiment de planifier ça dès le début puis pas après. Donc, la phase de démonstration était limitée. C'était 2 ans à l'hôpital Juif et maintenant, on va faire 2 ans à l'IUCPQ à Québec en poumon. Mais on a planifié cette pérennisation sur le long terme, donc pas juste pour les 2 années qui sont financées par établissement. La motivation est très différente aussi parce que quand on commence un projet pilote, puis vous l'avez certainement vu à la PHP, vous avez un groupe motivé, vous êtes motivé par intrinsèquement par l'innovation, par le fait de faire quelque chose d'incroyable, par avoir l'impact. Mais cette motivation-là, elle est souvent court terme si on ne travaille pas sur les aspects qui sont de la pérennisation. Et Christine en a parlé un peu. Une des façons de garder cette motivation, c'est en augmentant la capacité interne. Donc, en formant, vous en avez parlé aussi à la PHP, mais en formant, en accompagnant, en mettant du temps sur la communication et la coordination et pas juste le déploiement de cette innovation qui est, par exemple, le déploiement des soins de santé axés sur la valeur ou des PROMS. Et aussi, le livrable, c'est pas juste un rapport qui va dormir sur une tablette, comme on dit au Québec, mais c'est vraiment un changement de pratique durable. Et donc, l'objectif d'un projet de démonstration, c'est pas juste un rapport, c'est vraiment un changement de pratique durable. Et quand on commence avec ça dès le début, ça fait toute la différence. Et finalement, ben, la gestion du changement, qui on implique, pourquoi. Oui, on commence avec les gens, les champions internes qui sont déjà convaincus, mais la gestion du changement avec tous les gens à l'interne et à l'externe qui peuvent aider ou nuire à la mise à l'échelle de ce projet-là, c'est essentiel de les intégrer dès le début. Et par exemple, dans nos projets, nous avons intégré le Programme québécois de cancérologie, le ministère de la Santé, on impliquait tout le monde et même d'autres établissements qui seraient intéressés. Et donc, ça aide à planifier dès le début la mise à l'échelle et ça fait vraiment toute la différence. Donc, je voulais lancer ça comme notion de vraiment, dès le début, planifier la pérennisation. Et maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. Je vous invite aussi, le code QR, c'est notre nouveau site web pour la communauté de pratique franco-québécoise qui est rendu possible grâce à une subvention qu'on a eue de la coopération France-Québec, le consulat général de France et le gouvernement du Québec et aussi du côté français. Donc, là, je vais arrêter mon partage d'écran et nous allons commencer avec quelques questions qui ont été mises dans le chat, un pour Christine et un pour Dr. Qual, mais je vous invite à ajouter vos autres questions en cours de route.
Alors, la première question qu'on a eue, c'est euh, si vous avez bien OK. Mesurez-vous, c'était pour Christine, mesurez-vous aussi l'expérience de ceux qui attendent avant d'être admis? Autrement dit, documentez-vous les impacts d'une attente prolongée sur leur état de santé? Et si oui, ces données alimentent-elles vos indicateurs de performance et vos décisions d'amélioration? Et je pense que, Christine, vous avez un projet super intéressant qui a beaucoup d'applicabilité ailleurs que vous pouvez partager là-dessus. Ah, Là, je vais oui, te reprendre avec tout ce que tu nous as enseigné. Ce n'est plus un projet, c'est la vraie vie. Donc, ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que oui, on mesure l'expérience patiente durant des périodes d'attente. Je vais vous montrer j'ai une petite animation de quelque chose. Là, je suis allée chercher ça. On fait l'analyse des cohortes actuellement. Là, on le fait dans Et m'avez-vous oublié pour la chirurgie orthopédique. Là, donc, puis l'équipe de Philippe Performance SSAV sont en train de faire des analyses de cohortes pour voir s'il y a des différences significatives actuellement. Puis si aussi il y a des ajustements qui ont été faits depuis le début, il y en a eu. Puis là, on mesure pour voir comment ça se passe dans le cadre de l'évolution de Et m'avez-vous oublié. Ces données-là, ils ont permis déjà d'amener des améliorations. Puis on Christine, compte peux-tu vraiment expliquer rapidement c'est le quoi le projet. projet? Et, Oui, regarde, je vais vous montrer une petite histoire. Vous me direz si vous voyez mon écran, ça sera bien. elle avec son accent. Oui, C'est bon? oui. Bon. Camille Picard, 68 ans, semi-retraitée. M'avez-vous oublié? Donc, depuis 2 ans, Camille souffre de la hanche droite. Dormir est difficile, marcher, c'est épuisant. Menuisier de métier, il a abandonné son atelier, la pêche avec son fils et la danse avec sa femme. L'indication chirurgicale n'est pas encore confirmée, mais Jean attend toujours son rendez-vous avec le spécialiste. Chaque soir, il se couche avec la même douleur. Michel ne demande pas un miracle, il veut retrouver sa vie d'avant. Donc, ce patient-là, il y a eu une demande pour vous montrer un peu comment ça va dans Et m'avez-vous oublié? On a une trajectoire aussi qui est numérique derrière ça, vers une réalité là, dans laquelle on est dans le CHU. Donc, on reçoit la demande de consultation, on planifie son rendez-vous. Donc, dès qu'on saisit le rendez-vous dans un rendez-vous, le courriel du patient pour son délai d'attente avec sa consultation, il y a déjà un petit coucou pour dire Hey, on ne t'a pas oublié, tu es enregistré. C'est de là que vient Et m'avez-vous oublié? Donc, au moment où il fait sa consultation avec le spécialiste pour voir s'il y a une indication chirurgicale ou pas, il y a un petit courriel aussi qui est envoyé au patient pour lui parler de son délai d'attente. On est en train d'orchestrer tout ça pour la demande d'IRM. Fait que là aussi, c'est est-ce que vous m'avez oublié? Donc, en termes de requête, c'est dans notre dossier clinique informatisé. Il reçoit aussi une petite note là, avec l'IM Santé, qui est notre plateforme là, sur l'expérience. Il reçoit une petite note là, par courriel électronique qui lui permet aussi d'avoir de l'information. Donc, on confirme aussi son rendez-vous. En plus, on reconstruit tout l'examen, l'image en accéléré avec l'IA. Donc, on a sauvé aussi du temps. Donc, on prépare en préopératoire. Donc, il reçoit un questionnaire en ligne pour connaître sa qualité de vie. Fait quand vous me demandez, est-ce que là, le patient n'est toujours pas hospitalisé, là. Donc, il est en attente, il est sur une liste d'attente, soit pour des rendez-vous, des examens. Fait qu'on y envoie, là, finalement, il décide de l'opérer. On y envoie en préparation préopératoire un questionnaire en ligne sur sa qualité de vie. Donc, c'est aussi avec l'IM Santé. Fait que là, vous voyez un peu le questionnaire sur la façon dont c'est colligé. Puis on a des informations là-dessus, puis ça nous permet de voir ben, qu'est-ce qui se passe. Fait que dès qu'on a cette connaissance-là de c'est quoi sa qualité de vie actuellement, on est déjà capable de mettre certaines actions, que ce soit avec la physiothérapeute pour la gestion de la douleur. Ça nous aide aussi avec autres intervenants pour aider à passer sur la liste d'attente. Puis des fois, mais sa condition, elle change pendant qu'il est sur une liste d'attente. Malheureusement, au Québec, là, on les opère peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Il y en a même qui attendent même pas le public puis ils s'en vont privé. Donc, on a un petit enjeu sur la liste d'attente actuellement pour des chirurgies orthopédiques. Donc, au moins, on gère la qualité de vie pendant cette période-là. Donc, il reçoit aussi, on est en train de travailler là, à optimiser nos listes d'attente. Fait que, il reçoit aussi un petit coucou. Fait que dès qu'il arrive au bloc opératoire, on travaille aussi avec ses proches pour pouvoir les aider. Ils savent avec un petit coucou sur leur téléphone que ben, votre proche est maintenant en salle de chirurgie. Vous recevez ce message, vous en recevrez un autre à la fin.
Puis vous serez avisé aussi à quel endroit il est rendu. Donc, s'il est rendu à la salle de réveil, donc s'il a été transféré de la salle de réveil vers sa chambre, leurs proches reçoivent aussi le numéro de chambre dans lequel il s'en va. Donc, voilà. Puis là, ben, pendant, évidemment, les soins puis un retour à domicile, ben, on a un questionnaire aussi expérience patient, le guide post-opératoire, puis son sondage qu'il reçoit. Puis nous, les sondages, ben, c'est en live. Puis nos gestionnaires sont capables de recevoir les résultats de façon rapide pour pouvoir corriger certaines situations. Puis on a aussi un suivi post-opératoire à l'extérieur de nos murs, donc avec la ligne Info Chirurgie. Puis là, ben, j'avais des exemples de commentaires qui nous permettent de continuer de s'améliorer. Fait que voilà, je ne sais pas Merci. si ça répond à la question ou d'autant plus. Oui, oui, merci Christine. Et je pense que c'est un modèle que vous avez commencé parce que vous aviez commencé à l'avance en orthopédie, mais ça pourrait s'appliquer, par exemple, aux listes Et, d'attente en chirurgie, en oncologie. Il y a plein d'applications possibles, mais vous aviez commencé déjà il y a quelques années. ça, c'est l'exemple qu'on a fait lors d'une subvention qu'on est allé chercher, puis avec une bourse de résidence, puis dans lequel on a continué, puis qu'on a pérennisé, puis que là, on applique dans d'autres, effectivement, dans d'autres secteurs. Mais tu sais, le modèle est, tu sais, une fois qu'il est bien installé, il est bien testé, Oui, l'important, c'est de passer de l'autre côté, puis d'être en pérennité. c'est ça. Merci Christine. Virginie, tu veux poser la prochaine question? Vas-y. Oui, donc, la deuxième question était pour Meriem, que notre participante félicite, et elle dit qu'elle souhaite en connaître davantage sur les défis numériques, notamment en termes d'intégration des différents indicateurs que vous suivez dans votre plateforme de suivi et la pérennisation. Et je pense que ça porte sur la réconciliation des indicateurs patients et des indicateurs cliniques dans votre entrepôt de données de santé de Pompidou cette fois. Tout à fait. Alors, c'est pas quelque chose qui est entièrement résolu, mais et par ailleurs, je suis pas informaticienne et parfois nous n'avons pas, et ça c'est vraiment quelque chose d'important à souligner, nous n'avons pas le même vocabulaire ni le même discours avec les directions des systèmes d'information et nous-mêmes cliniciens, et donc parfois c'est compliqué. Mais de ce que j'ai compris, ce qui est important, c'est surtout qu'on puisse les extraire. Et donc là, on m'a assuré que voilà, ça allait dans l'entrepôt de données de santé. Donc nous, à la PHP, il y a un entrepôt de données de santé qui est énorme pour tous les hôpitaux, mais on a la chance d'avoir un système d'information spécifique à l'HEGP. Alors, on va basculer vers l'autre, mais historiquement, c'était comme ça. Et donc, le nôtre est un peu moins gros. Et donc, on arrive à déverser, d'une part, les données CROMS qui sont recueillies dans notre système d'information, classiquement dans l'entrepôt de données de santé, et pour l'instant, ayant changé plusieurs fois de solution numérique pour des raisons internes diverses et variées, et donc là, Madame Mimoun vous a bien dit qu'on aurait un outil unique, qu'on a bien réussi à tout harmoniser. Et donc ça se fait vraiment au niveau du SI central pour que ça puisse être déversé dans le même entrepôt de données. Ce qui est sûr et certain, parce que c'était vraiment la question que je pose tout le temps, c'est que mes ingénieurs informatiques, ils sont capables d'extraire les données. Il suffit que je remplisse une fiche et que je leur dise qu'est-ce que je veux comme données, et ils peuvent me les extraire et me les mettre dans nos bases de données cliniques et de recherche. C'est pas très précis, mais je vous dis, peut-être Virginie, tu peux ajouter des éléments. Voilà. C'est pour ça que je vous dis multidisciplinaire. Il faut plein de compétences diverses et variées pour réussir un projet VBHC dans un hôpital. Merci beaucoup Myriam, mais je pense que tu as répondu. En fait, ce qu'on en retient, c'est que pour l'instant, vous en faites la demande plutôt que d'avoir quelque chose qui vous vient sans que vous demandiez. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, mais ça vous permet aussi, enfin la contrepartie, je pense, c'est que ça vous permet de demander vraiment ce que vous voulez exactement. Donc, voilà. Mais c'est pas complètement automatisé, en effet. On a une autre question de Michel Ricard qui demande donc à l'autre bout du spectre, est-ce que ça va dans le dossier du patient et je pense que ça veut dire individuellement. Et je sais qu'initialement c'était le cas. Là, je ne sais pas si vous l'avez maintenant, peut-être pas.
dans le dossier du patient. On ne l'a pas actuellement, c'est le but, mais pour l'instant, on ne l'a pas, mais on se connecte de façon individuelle. Mais l'objectif, c'est qu'en effet, ces scores puissent aller directement. Mais comme je vous l'ai dit, on a aussi un projet, nous aussi, de rejoindre Orbis, qui est le système d'information général, et donc on n'a pas investi de temps pour l'instant pour déverser nos questionnaires PROMS sur un entrepôt de données qui reste, voilà, potentiellement qui va être modifié. Et je pense que ce qu'on a vu dans d'autres communautés de pratique internationales qui fonctionnent bien, c'est que c'est très fréquent que les cliniciens parlent un langage et les gens de données parlent un autre langage. Et quand on est capable, et même avec des usagers ou des patients partenaires, dès le début, de vraiment voir, OK, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on envisage et essayer de... Quand on fait ça dès le début, c'est plus facile, mais parfois on est limité par les systèmes qui sont déjà en place ou l'organisation qui a déjà choisi, par exemple, une plateforme ou une façon de faire. Donc, Christine, peut-être, comment vous faites au CHU de Québec là, pour adresser cet enjeu-là entre tu sais, les besoins des cliniciens et les capacités potentielles plutôt des données? Ben, on a mis en place, c'est sûr que toute la stratégie numérique, tu sais, il y a plusieurs besoins qui peuvent émaner de différents endroits, que ce soit du décideur, du clinicien ou de projets ou d'obligations qui arrivent d'ailleurs. Donc, on a mis en place un comité de priorisation des projets qui touchent le numérique, entre autres, mais aussi les projets organisationnels dans un seul endroit. Tout à l'heure, vous m'entendiez parler un 800 SSAV ou projet CIETOC, mais on a aussi un 800 numérique. Donc, puis les stratégies qui sont prises en termes de priorité, bien, c'est lié aux priorisations liées au projet d'établissement. Donc, c'est quoi nos obsessions qui sont en cours? Puis, on a aussi un comité, tu sais, je vous parlais de notre structure tout à l'heure dans la gouvernance, mais la gouvernance aussi en termes de comité de direction joue un grand rôle sur l'intégration parce que l'enjeu, c'est de gérer ça en silo. Tu sais, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de priorité de ressources humaines, il y a des enjeux de projet. On n'a pas la capacité. Tu sais, chacun des établissements, on vit cet aspect-là. Donc, on a vraiment, avec l'équipe de direction, on a un point statutaire qui est la gestion du portefeuille organisationnel et numérique. Puis, on a aussi avec l'équipe qui gère le SSAV, mais aussi le numérique, c'est la même équipe avec la performance. On a aussi une équipe qui donne en termes d'intelligence de l'architecture d'entreprise. Est-ce qu'il y a déjà une solution? S'il y a un besoin qui émane, on a peut-être déjà une solution à l'interne qui pourrait répondre à ce besoin-là. Parce qu'on vivait souvent, ah, j'arrive d'un congrès, j'ai vu un nouvel outil, un nouveau système, j'aimerais ça l'implanter au CHU. À un moment donné, ça devenait un développement très anarchique. Puis souvent, ben, on est mieux d'utiliser l'écosystème qui existe. Puis on a plein de potentiel au CHU là, avec notre équipe de technologie de l'information, notre lac de données, également l'architecture d'entreprise, comment on peut venir donner ces informations-là au le plus près possible du terrain. Puis en termes, nous, on parle de tableau de bord, de Power BI, de pouvoir faire du croisé dynamique pour aider à la prise de décision. Fait que nous, on a pris ce tournant-là là, à partir du petit dessin de 2019. On a vu arriver vitement que l'histoire de la donnée allait être sine qua non dans plusieurs aspects, que ce soit de la recherche, mais aussi en termes de gestion au quotidien. C'est comme ça qu'on a pu avoir une cohérence organisationnelle. Puis ben maintenant, ben, ça nous permet d'être vraiment meilleurs puis de pouvoir arriver à ce que je vous montrais tout à l'heure parce que le numérique vient vraiment aider l'humain pour puis l'intelligence artificielle aussi quand elle est bien gérée par l'humain pour pouvoir continuer d'avancer dans ces besoins-là. Je ne sais pas si ça répond, Merci. Eva. Oui, merci. Et Virginie, peut-être avec tes collègues, comment, parce que tu représentes la PHP en plus de la Société française pour la valeur en santé, mais comment vous voyez ça à la PHP, l'appui ou l'intégration des soins de santé axés sur la valeur dans la stratégie ou la gouvernance organisationnelle? Alors, on se heurte à la PHP aux mêmes difficultés que partout ailleurs en France. C'est que tu parlais tout à l'heure de pilotite, de pérenniser les moyens, eh bien, pérenniser les moyens dans un système de santé dans lequel il n'y a pas de financement dédié
aux soins de santé axés sur la valeur, c'est compliqué. Et donc, on est un peu dans cette dissonance cognitive où tout le monde, d'ailleurs maintenant, oui, c'est bien tout le monde, c'est les équipes de terrain, les équipes cliniques et les équipes de direction se rejoignent sur la nécessité d'intégrer les soins de santé sur la valeur, de faire de la décision personnalisée, de la décision sur ce qui importe vraiment pour le patient. Mais en même temps, on a cette injonction financière qui va dans l'autre sens et qui est le volume. Et donc, préserver dans ce contexte un peu d'espace à la fois organisationnel et financier pour faire les soins de santé axés sur la valeur, c'est pas simple. Et donc, c'est toujours. Alors, l'espace grandit parce que les gens à la PHP, les volontés sont de plus en plus orientées dans cette direction, quels que soient les milieux. Donc, on voit que la bulle où c'est possible augmente de taille, mais ça reste difficile à défendre de façon complètement durable et en tout cas difficile à inscrire dans un. Alors en France, on parle d'état prévisionnel des recettes et des dépenses, du fait que c'est pas financé, mais je dirais que c'est l'étape nécessaire avant la bascule pour que ça se passe bien, quoi. Et quand on Voilà. était à Paris pour la première réunion de cette communauté de pratique, Philippe Lachapelle du CHU de Québec était vraiment émerveillé par l'article 51. Comme, oh wow, les Français, ils financent l'innovation, les soins de santé axés sur la valeur. Mais de ce que je comprends, c'est une mesure très temporaire et c'est pas pérennisable dans l'établissement. C'est bien ça? Alors, pour VBHC, on n'a pas fait d'article 51. On en a fait dans d'autres. La PHP est porteuse dans d'autres domaines. Le principe des expérimentations article 51, c'était effectivement, comme leur nom l'indique, une expérimentation. Et actuellement, on est en phase d'évaluation. Et il y en a assez peu qui vont être pérennisés. Parce que c'était pas l'objectif initial. L'espoir qu'on a à la PHP et ailleurs en France d'ailleurs, hein, c'est l'évolution du financement à la qualité. Donc c'est un petit compartiment actuellement de l'enveloppe de financement de la santé d'une manière générale et de financement des établissements de santé. Et dans cette enveloppe, on espère que viendra dans le futur l'intégration alors peut-être pas du résultat brut d'ailleurs, mais plutôt du recueil et de l'utilisation des indicateurs de résultats en pratique clinique. Et c'est vraiment ça qu'on espère. Cette enveloppe aussi, elle gagne un petit peu en volume tous les ans, donc ça va dans le bon sens, mais la bascule n'est pas faite. Oui. Et d'ailleurs, ben là, on peut terminer là-dessus. Je pense qu'un des éléments, c'est que on teste l'innovation dans un projet pilote ou idéalement de démonstration, mais l'idée, c'est pas de rajouter un projet où on a besoin de plus de ressources, mais en fait, une fois que la démonstration est faite, de changer la pratique pour que ça devienne la nouvelle façon de faire. Donc, on n'ajoute pas un fardeau additionnel, on améliore la pratique et là, on a moins besoin d'ajouter du financement, mais on a besoin au début, parce que sinon, c'est la poule et l'œuf. C'est qu'est-ce qui vient avant. On doit investir des ressources dédiées et du financement pour démontrer que ça marche afin de changer la pratique de manière durable. Donc, mais cet enjeu de financement, c'est universel. Et je pense qu'avec ce genre de communauté de pratique, on peut au moins apprendre les uns des autres et voir comment ça avance. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation, votre présence. Ce webinaire-là sera sur notre chaîne YouTube et on le partagera aussi sur notre page LinkedIn. On vous invite à participer en grand nombre. Donc, merci à tous les panélistes et on se retrouve bientôt pour notre 5e. Le 10 septembre. Le 10 septembre. Merci pour le prochain webinaire. Oui. Merci beaucoup. Merci tout le Bonne monde. journée. Bonne Bye bye. soirée. Bonne soirée Merci. ou bonne journée.